parce que les conservateurs américains ont décidé en fait de rendre coup pour coup et de lancer une dynamique et finalement d'écraser, de briser les wokistes et les démocrates américains qui sont dans leur immense majorité tous des promoteurs du LGBTisme, du wokisme et d'autres choses. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission. Le 30 septembre dernier, Donald Trump et son secrétaire de la Défense ont appelé 800 généraux à combattre, je cite, l'ennemi intérieur. Pour vous expliquer cela aujourd'hui, je reçois Charles Danjou, président d'Omerta. Bonjour Charles. Bonjour Joséphine et bonjour à tous nos abonnés YouTube. Alors, pour commencer, est-ce que cette convocation des 800 généraux par le président est inédite? Est-ce que c'est une habitude aux États-Unis de tenir des discours face à des hauts gradés qui restent silencieux? Alors que le président américain voit des généraux, l'ensemble des généraux de l'armée américaine, c'est vrai que c'est assez rare. Ceci étant, euh, il y a quand même régulièrement dans les mandats présidentiels américains ça, des espèces de grandes réunions où il fait venir le banc et l'arrière-ban des plus hauts gradés de l'armée. Mais là, c'est vrai que cette convocation, elle avait une tonalité un peu particulière parce qu'elle était en fait très politique. Les sujets qui ont été abordés n'ont pas été des sujets d'ordre stratégique, d'ordre géopolitique, d'ordre militaire, mais c'était, je dirais, un recadrage en règle de l'armée américaine et surtout de ses hauts gradés avec lesquels Donald Trump a eu maille à partir pour certains d'entre eux. Il y a beaucoup de généraux aux États-Unis, contrairement en France, qui sont extrêmement politisés. Il y a beaucoup de généraux qui étaient présents et certains qui n'étaient pas présents parce qu'ils viennent de se faire virer par Donald Trump, qui en fait étaient clairement engagés politiquement dans le camp démocrate. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en France. Les militaires français, notamment les généraux, en réalité, sont toujours assez servent le pouvoir en place, quel qu'il soit, y compris d'ailleurs s'ils sont en contradiction, en opposition idéologique avec lui. Mais il y a un réflexe de discipline et on ne parle pas politique, on ne fait pas de politique quand on est militaire en France, présente de bons aspects aussi, de mauvais aspects, parce que ça met parfois sa conscience d'être humain face à je dirais, des contradictions et des problématiques, mais c'est ainsi. Aux États-Unis, c'est pas du tout ça. Il y a énormément de généraux qui sont très politisés. Et là, Donald Trump, comme il est arrivé finalement assez récemment, il y a moins d'un an, a entrepris de reprendre en main avec son ministre de la Défense, Exet, l'armée américaine qui a dérivé depuis longtemps, ça ne date pas du mandat présidentiel de Joe Biden. L'armée américaine est à la dérive depuis plus de 20 ans et Donald Trump, ben, ça fait partie de ses priorités parce que comme il a une action extrêmement, je dirais, dynamique à l'international, il essaie et il réussit en partie à redorer l'image de l'Amérique. Il faut bien avouer que l'Amérique dans le monde, c'est en grande partie, c'est non seulement la puissance du dollar et la puissance économique, mais c'est surtout la puissance militaire américaine. L'armée américaine est la première armée du monde. Les Chinois la rattrapent, mais peut-être en quantité, mais peut-être pas en qualité. Euh, la marine américaine est la première au monde. Les États-Unis ont des capacités, une expérience en termes de déploiement de force sur tous les continents qui est sans équivalent dans le monde. Et donc, ça fait partie aussi, je dirais, de ce Make America Great Again. C'est aussi refaire de l'armée américaine une priorité, une fierté pour les États-Unis. Et donc, c'est vrai que étant un enjeu politique entre les démocrates et les républicains, il y avait une reprise en main et une réforme de l'armée américaine à entamer pour Donald Trump. Alors il l'a fait, on va en parler, cette réforme, cette reprise en main, elles sont très vigoureuses, mais c'était absolument nécessaire parce qu'il faut le rappeler aussi, il a des comptes à régler avec les démocrates, avec les réseaux démocrates au Congrès, au Sénat, mais aussi avec les réseaux démocrates dans l'administration. Il s'est attaqué je dirais, à nettoyer l'administration des réseaux démocrates qui s'étaient eux-mêmes attachés à nettoyer l'administration précédente des réseaux républicains. Donc là, c'est le retour de bâton pour les démocrates. Donald Trump est en train de faire le ménage. Et là, effectivement, cette réunion, c'était un signal très fort. C'était pour
pour dire on va faire le ménage dans l'armée, ça a commencé, mais on ira jusqu'au bout. Alors Charles, pourquoi cette convocation du 30 septembre et quel a été finalement l'objectif? Alors l'objectif, c'est d'épurer les démocrates, c'est d'épurer l'armée américaine de la présence démocrate, mais je dirais surtout des démocrates les plus radicaux, c'est-à-dire en fait, il les a nommés d'ailleurs, ce sont les wokistes. Les wokistes dont je dirais qui sont en ce moment la cible principale de Donald Trump sur le plan national. Et en particulier, c'est vrai il s'est attaqué à la question de la transidentité dans l'armée américaine. C'est une vaste question parce qu'elle n'est pas du tout anecdotique. C'est pas du tout Donald Trump qui s'est réveillé un jour en disant que euh, c'était un nouveau sujet sur la table. C'est un sujet qui fait débat, qui fait l'objet de réformes de l'armée américaine depuis plus de 20 ans. Et donc, c'est en réalité une question éminemment politique. C'est un enjeu vraiment de combat idéologique entre républicains et entre démocrates. Et là, Donald Trump, on sait qu'il s'attaque au wokisme, on sait qu'il a interdit les transitions de genre pour les enfants. Il s'est vraiment attaqué à l'idéologie woke, mais là, il s'y attaque au cœur de l'armée américaine, ce qui est une question qui a toujours été un peu tabou, un peu gênante pour les militaires américains, mais qui en fait est extrêmement importante sur un plan symbolique, sur un plan pratique aussi. Ça a des conséquences non négligeables, mais sur un plan symbolique, elle est extrêmement importante. Rappelons quand même qu'aux États-Unis, il y a d'un million et demi de personnes de plus de 13 ans qui s'identifient comme transgenres. Ce qui veut dire que la question de la transidentité, du transgenrisme et des LGBT est extrêmement grave, est extrêmement importante aux États-Unis. Euh, on en parle en France, c'est vrai elle existe et elle est problématique, mais aux États-Unis, c'est absolument catastrophique. Voilà, plus d'un million et demi de personnes qui ont je dirais, des troubles des troubles du genre, des troubles de la personnalité, qui sont une espèce de confusion des sexes et de confusion psychologique, c'est monstrueux. Quand j'ai vu le chiffre, je n'y ai pas cru au départ. C'est vraiment catastrophique. Et au lieu de baisser la tête et de faire comme si ça n'existait pas, en fait, Donald Trump, qui a été élu en grande partie pour lutter, pour combattre sur cet aspect idéologique, sur la question des valeurs, pour défendre le conservatisme, les valeurs traditionnelles, bien que lui ait une vie un peu de, un peu d'homme d'affaires, je dirais pas exactement, qui ne répond pas exactement à tous les standards du conservatisme. Finalement, on voit qu'avec l'expérience et avec l'exercice politique, l'exercice de la politique, il s'en est rapproché et il prend des risques aussi, il prend des coups, il l'assume. Et ce qui est plaisant d'ailleurs avec lui, c'est que contrairement aux politiques français qui détestent prendre le moindre risque qui puisse remettre en jeu leur réélection ou leur poste, Donald Trump, c'est finalement un peu l'Amérique qu'on aime, c'est-à-dire un dirigeant politique qui assume, qui part au combat et qui est prêt à prendre des coups, prendre des risques, mais aussi à rendre les coups. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Et quand on est effectivement comme nous en Europe et en France, où tout est aseptisé, on a finalement souvent que des lâches et des parjures, c'est particulièrement intéressant à suivre. Alors, on a pu lire dans la presse, et notamment la presse française, qu'il parlait de discours aux intonations martiales et virilistes. Pourquoi? Et est-ce que c'était l'objectif de Donald Trump que ce soit interprété de cette manière? En fait, c'est interprété comme viriliste et macho par des gens qui sont eux-mêmes déficients sur le plan peut-être hormonal, peut-être sur le plan de la testostérone ou qui ont des complexes. Si on remet Donald Trump, ce que dit Donald Trump à l'échelle du monde, à l'échelle de ce que pense l'immense majorité des pays et des peuples de la planète, il est tout à fait normal. C'est quelqu'un de tout à fait normal. Euh, En fait, le problème de ce prisme européen ou démocrate américain, c'est que d'ailleurs, c'est la question sur la transidentité, c'est qu'ils sont en permanence en train de changer la norme. Donc, ce qui était la norme, ce qui a toujours été la norme pendant des siècles, voire des millénaires, tout d'un coup, à coup de rhétorique et de manipulation sémantique, devient quelque chose d'anormal
quelque chose de fasciste, quelque chose de raciste, quelque chose de machiste, de viriliste, etc. Et finalement, on essaie de nous imposer cette espèce de sentiments ultra minoritaires, ultra minoritaires, que sont la question de la transidentité, du transgenrisme et tout ce qui va avec, en fait, toute cette idéologie woke, qui, par le prisme des médias et parce qu'ils sont portés par une élite occidentale qui est évidemment totalement engagée dans cette idéologie, eh bien, on essaie de nous faire passer ça pour une nouvelle norme. En réalité, ce n'est pas du tout la norme. Mais évidemment, quand ces gens-là voient un homme normal comme Donald Trump, c'est-à-dire qui dit ce qu'il pense, qui fait ce qu'il dit, qui rend les coups, qui assume les difficultés, qui ne prend pas la fuite, eh bien, c'est appelé de leur part du virilisme. Voilà. En réalité, le virilisme, je le redis, à l'échelle mondiale, c'est une valeur partagée par, je pense, euh, la très grande majorité des hommes sur la planète. Donc, c'est pas du tout quelque chose, je dirais, de minoritaire ou de secondaire. C'est la normalité qui est remise au centre de la scène politique, au centre de l'armée américaine, par Donald Trump, qui rappelle que sont les valeurs du genre humain, des valeurs naturelles, qu'il remet au centre du jeu. Voilà, c'est tout. Alors, l'on parle également d'un changement de culture au sein de l'armée américaine. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors le problème, c'est que, je l'ai dit, depuis 30 ans, l'armée américaine est au centre de ce combat idéologique. Pendant longtemps, sur cette question de la transidentité, qui n'est pas vraiment un problème dans l'armée française, parce qu'encore une fois, on a quand même une protection, peut-être le catholicisme, même s'il fait les gens plus discrets et plus gentils, plus aimables, plus polis, protège quand même un peu plus la personne humaine et les institutions finalement, alors que le protestantisme, on est quand même souvent dans l'excès, et les États-Unis sont un pays d'excès, pour le meilleur et pour le pire. Mais là, effectivement, la question, c'était cette loi américaine qui a été en vigueur pendant très longtemps, c'est le Don't Ask, Don't Tell, ne rien demander, ne rien dire, c'est-à-dire que pendant longtemps, euh, l'homosexualité était tolérée au sein de l'armée américaine, à la condition qu'il n'y ait pas de propagande, qu'il n'y ait pas d'affichage de cette homosexualité ou de la transidentité au sein de l'institution. C'est quelque chose qui permettait en réalité à chacun de pratiquer, je dirais, la vie intime qu'il souhaitait, à la condition, quand on n'est pas dans la norme naturelle, de ne pas faire la promotion de sa transgression, en fait. Et cette loi, en fait, elle a été abolie par Barack Obama lors de son premier mandat, parce qu'elle était, du point de vue des démocrates qui sont soumis, qui sont totalement intégrés à la matrice, je dirais, woke, qui a l'idéologie LGBT qui a progressé de manière catastrophique depuis les années 68 aux États-Unis. Ils ont aboli cette loi pour, au contraire, faire ce qu'ils appellent de l'inclusivité, c'est-à-dire en fait imposer à l'immense majorité les desiderata et le désir de reconnaissance d'une ultra-minorité qui en fait cherche à faire reconnaître, comment dire, ces pratiques sexuelles comme une norme, alors que normalement, ça devrait rester dans le domaine de l'intime, ça devrait pas sortir du cadre privé. Et là, en fait, effectivement, la politique des démocrates a vraiment été une politique idéologique, l'idée étant de changer la norme. On a exactement la même chose en France avec ces débats sur la transidentité, sur le transgenrisme, tout ce qui est relayé par les médias mainstream et beaucoup de médias aussi pardon, sur Internet. Aux États-Unis, ça a pris des formes extrêmes et je dirais, les démocrates ont changé la loi. Alors Donald Trump, lors de son premier mandat, est déjà revenu sur la loi qui était en vigueur avant Barack Obama et il a cessé, en fait, il a interdit aux transgenres, par exemple, de servir dans l'armée. Donc ça a démarré en 2016, dès sa première élection. Et une des raisons qui a été invoquée par Donald Trump, c'était le coût
en fait de thérapie transgenre réalisée par des militaires américains et qui devenait en fait exorbitant. Alors oui, ramener au budget de l'armée américaine, c'est pas grand-chose parce que c'est un argument qui a été repris par beaucoup de médias, mais en réalité, c'était un poste de dépense qui devenait exponentiel et beaucoup en fait, de personnel de l'armée américaine qui signait des contrats, surtout dans les fonctions administratives, dans les Delta Force ou les Navy Seals, les formations de forces spéciales américaines, il n'y a pas un transgenre, il n'y en a jamais eu. Hein, les transgenres ne vont pas dans ce genre vont pas dans ce genre d'unité. C'est trop dur et ça coûte trop cher. Parce que là, la guerre est réelle. C'est pas, on n'est pas sur Call of Duty. Donc, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de transgenres, en réalité, ou de gens souhaitant effectuer une transition de genre, s'engageaient dans l'armée américaine parce que cette transition, ces opérations chirurgicales étaient remboursées par l'administration. Donc, Trump a coupé avec ça. Le mandat de Joe Biden, évidemment, euh, les démocrates ont refait de l'inclusivité, ont remis la question des LGBT comme une norme au sein de l'armée américaine, ce qui a d'ailleurs posé d'immenses problèmes, des problèmes pratiques de cohabitation entre les soldats qui, dans leur immense majorité, sont restés, je dirais, de braves Américains suivant la loi de la nature, avec cette ultra-minorité qui, en fait, a essayé systématiquement d'adapter les conditions du service à ses exigences. Hein. Donc là, ce que Trump a fait, c'est que finalement, il a décidé de taper encore plus fort qu'en 2016. Et il a rappelé, d'ailleurs, il a commencé par rappeler que il n'y a que deux genres, l'homme et la femme, qu'il n'existe pas d'alternative, et que tout ce qui est situé entre les deux, en fait, relève de l'ultra-minorité, relève, faire attention à ce que je dis, dans la vidéo va sauter, ils ont relève de l'anecdote, et qu'on n'a pas à faire une politique, on n'a pas en fait à imposer ce qui est ce qui est à la marge, on va dire ça comme ça, à l'immense majorité. D'abord parce que sur le plan des valeurs, ça n'est pas correct, et deuxièmement parce que finalement tout ça coûte à chaque fois très très cher. Bon, alors je vais aller dans la continuité de vos propos, mais Donald Trump et son secrétaire de la Défense ont évoqué les dérives de l'armée américaine. Quelles sont-elles et est-ce que vous auriez des exemples précis pour nous? Bah, disons que la réponse à ta question peut être résumée en une phrase. Elle a été prononcée donc par Peter Hegseth, le ministre de la Défense américain, qui a dit plus de mecs en robe dans l'armée, on en a fini avec cette merde ou avec ces conneries. C'est traduit différemment. Je suis pas linguiste, je suis pas bilingue du tout. Donc nos auditeurs choisiront ce qu'ils préfèrent comme traduction. Euh, Plus globalement, d'ailleurs, au-delà de l'armée américaine, c'est très intéressant. Ça a été exposé par Gérald Dautier, qui a fait plusieurs interventions sur notre chaîne YouTube. C'est-à-dire que le wokisme et le LGBTisme, qui ont souvent été euh, très en mode dans les grandes marques, par exemple dans les grandes marques vestimentaires, aujourd'hui ne font plus recette. Et il y a beaucoup de sponsors de la Pride américaine, c'est-à-dire en France, on appelle ça la marche des fiertés, euh, voilà, de ce défilé un peu hétéroclite de gens colorés. Et eh bien, ça fait plus recette pour les marques notamment vestimentaires. Et donc, on voit qu'Ken, qui perd énormément de sponsors, est révélatrice aujourd'hui d'une crise du wokisme et que même je dirais le capitalisme a commencé à comprendre que euh, ça n'était plus en vogue et qu'au contraire, ça faisait perdre des clients et ça faisait perdre de l'argent. Donc, il y a vraiment un. Et c'est initié, en fait, c'est Donald Trump qui porte ce mouvement anti-woke aux États-Unis, mais à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'avec la force et le volontarisme du président américain, on voit que le wokisme est en train de reculer, y compris dans la sphère économique où beaucoup de marques qu'il avait choisies et qui étaient très en avance là-dessus ne veulent plus l'assumer et tentent de l'effacer pour revenir à quelque chose de plus naturel. Mais dans l'armée américaine, euh, ça a été, sous l'impulsion des démocrates, ça a été tellement loin
qu'effectivement, on a vu beaucoup de généraux qui étaient des trans, nommés généraux non pas par leurs états de service ou par le fait qu'ils aient une expérience au feu, mais parce qu'ils étaient trans, c'est-à-dire c'était de la discrimination positive, comme on a eu en France, avec une communauté trans qui en fait pleurniche depuis plus de 30 ans, en réclamant des postes simplement parce que, je dirais, en arguant simplement je dirais d'une troisième voie physico-psychopathologique. Et les démocrates leur ont donné effectivement beaucoup de postes. Il y a beaucoup de généraux qui sont issus de ces minorités. Et beaucoup d'entre eux ont fait la guerre à l'administration américaine, à la première administration Trump. Ont fait campagne d'ailleurs ouvertement contre la réélection de Donald Trump. Et donc, il n'était plus vraiment des militaires ou des officiers généraux avec, je dirais, des préoccupations normales pour des soldats de métier. Ces gens-là étaient occupés à faire de la guerre idéologique, comme d'ailleurs dans d'autres administrations, le FBI, la CIA. Donald Trump a entrepris de faire un grand ménage parce que aujourd'hui, le combat politique aux États-Unis, je dirais, il est total. Euh, il y a 40 ans, il y avait une opposition démocrate-républicain, et je dirais le logiciel était quand même relativement proche entre les deux. Aujourd'hui, sur ces questions sociétales notamment, il y a une guerre idéologique totale parce que les conservateurs américains ont décidé en fait de rendre coup pour coup et de lancer une dynamique et finalement d'écraser, de briser les wokistes et les démocrates américains qui sont dans leur immense majorité tous des promoteurs du LGBTisme, du wokisme et d'autres choses. Euh, donc, il y a un retour de bâton dans l'armée américaine. Le ministre de la Défense est extrêmement aussi volontariste et efficace. Il a une feuille de route. Et finalement, il a décidé de revenir à ce qui se faisait, à ce qui s'est toujours fait dans l'armée américaine, c'est-à-dire une promotion au mérite avec des diplômes et surtout avec des chefs qui doivent avoir une expérience du commandement et qui doivent avoir une expérience du feu. Lui-même, d'ailleurs, qui a été beaucoup critiqué par les wokistes, les LGBTistes, etc., a servi dans l'armée américaine. Il a une expérience au feu en Irak, je crois qu'il était dans les Marines. Et donc, il connaît parfaitement le sujet. Voilà. Donc, sale temps pour tous ces généraux LGBTistes. Je dirais c'est de bonne guerre, puisqu'ils ont fait la même chose avec les généraux conservateurs, les généraux républicains pendant le mandat de Joe Biden. Il y a eu des purges aussi. Donc finalement, c'est une nouvelle étape, peut-être l'avant-dernière, avant je dirais ça ressemble quand même à un grand règlement de compte, alterné en fonction de la couleur des présidences. Mais là, Donald Trump a vraiment décidé de les briser. Et contrairement à son premier mandat, il a sorti vraiment là les grands moyens. Donc, je dirais, on voit qu'il y a une instruction systématique et que ce combat idéologique aujourd'hui, il est au cœur de l'action non seulement de Donald Trump, mais aussi de tous ses ministres. Alors Charles, vous l'avez dit déjà, mais pour terminer, il y a donc eu une grande épuration au sein de l'armée américaine, parmi même les plus hauts gradés, tels que des chefs d'état-major. Au total, on dénombre plus d'une dizaine de départs depuis février, mais est-ce que cela va continuer? Oui, cela va continuer, bien sûr. Alors, on peut dire quand même que les principales têtes ont déjà été coupées. Et la première étape du ménage a touché vraiment les directeurs d'administration. Mais c'est une vague ça va de toute façon se poursuivre. Bon, après, effectivement, il y a très peu quand on rapporte, je crois que sur une armée d'un million et demi d'hommes, l'estimation des LGBT dans l'armée américaine est située entre 5 000 et 10 000 hommes, ce qui est vraiment infime en fait. Donc, je crois que la priorité, elle est double pour Peter Hegseth, le ministre de la Défense américain. C'est un, nettoyer complètement les têtes, les officiers, en particulier les officiers supérieurs des réseaux LGBTistes. Et deux, c'est reprendre à la base les choses de manière normale et couper, et ça a d'ailleurs été fait, puisque les LGBT sont interdits de service dans l'armée américaine, ça a à nouveau été introduit par Donald Trump, c'est je dirais, de nettoyer la base et de faire que les recrutements de l'armée américaine soient faits en fonction des conditions physiques, des conditions psychologiques, et pas de revendications ou de pleurniches
euh, qu'elles soient LGBTistes ou minoritaires à caractère ethnique, etc. Tout ça, on est revenu finalement je dirais, aux bases du recrutement selon des principes sains, c'est-à-dire c'est le CV, le mérite, les examens et pas finalement la vie sexuelle ou des questions métaphysiques qui hantent les cerveaux de- de personnes compliquées. Merci beaucoup Charles, en tout cas, pour cette émission. Je crois qu'avant de terminer, vous avez un mot à dire à nos auditeurs. Oui, d'ailleurs, j'ajoute, c'est très intéressant parce que pour préparer l'émission, j'ai été regarder un petit peu les sujets traités, enfin, ce sujet du LGBTisme et du wokisme dans l'armée américaine. Et j'invite quand même, c'est toujours intéressant, aux auditeurs de regarder sur YouTube en faisant une petite recherche LGBT armée américaine, de regarder ce qui sort dans les reportages publiés par des médias, que ce soit des chaînes de télévision ou des médias Internet français sur la question. Et vraiment, c'est là où on voit que la France, les élites françaises et les élites médiatiques sont totalement engagées dans la même guerre idéologique qu'aux États-Unis. Simplement en face, il y a moins de répondants qu'aux États-Unis. Mais vous prenez les chaînes comme Brut, comme Quotidien, il y a la guerre Fenwick, je crois que c'est sur France 24, qui aujourd'hui, je dirais, est un toutologue de la guerre en Ukraine, qui produit un reportage complètement pro-LGBT, pro-woke, sans aucune nuance, sans rien, pour démonter l'action de Donald Trump sur le sujet en 2016. On voit que la France est devenue une des matrices du wokisme et du LGBTisme dans le monde occidental. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'aux États-Unis, il y a quand même du répondant, je dirais, il y a quand même de la nuance et puis il y a une force conservatrice qui est très importante et qui a décidé de se réveiller. En France, on n'en est pas encore là et on voit qu'on est quand même encore, euh, je dirais, sous le joug de ces médias mainstream ou Internet qui imposent les vues et l'idéologie d'une ultra-minorité. C'est la minorité dont on parle souvent sur Omerta, c'est les mondialistes cosmopolites LGBTistes. C'est intéressant de regarder, de faire la recherche pour comprendre à quel niveau on en est en France et à quel point il est urgent de se réveiller. Et pour terminer, chers amis, nous avons passé les 500 000 abonnés sur YouTube. Euh, tous ceux qui ne sont pas abonnés sur cette chaîne et qui nous regardent, je leur demande de s'abonner tout de suite. Ça prend 5 secondes, vous activez la cloche et vous nous aidez concrètement et fortement à développer l'audience de la chaîne. Donc vraiment, le cap maintenant, c'est 1 million d'abonnés. Nous comptons sur vous. Chaque abonnement est extrêmement utile. Voilà, merci à tous et merci Joséphine. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.